Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, 2 livres en cours de lecture tous les deux. J'en ai déjà parlé la semaine passée, mais finalement assez peu parce que je les avais à peine commencés. Je les ai poursuivis, pas tout à fait terminés, ni l'un ni l'autre. L'un des deux, j'en suis même pas à la moitié. L'autre, j'en suis peut-être aux 2/3 à peu près, donc j'en reparlerai encore de ces livres-là, peut-être accompagné d'autres livres encore la semaine prochaine, peut-être les semaines suivantes. 2 livres qui ont pour point commun de raconter des histoires et des histoires d'amour, mais souvent assez scabreuses et parfois même assez violente. Alors, le premier livre dont je vais parler, c'est le Décaméron de Boccace. Ce Décaméron de Boccace, œuvre qui date du Moyen-Âge, et plus précisément du XIVe siècle, des années 1350, période de peste notamment, mais période aussi où apparaît une première esquisse, ébauche de Renaissance. Et on est du côté de Florence, en Italie, dans ce qui sera l'Italie. Et Décaméron, c'est donc 10 journées où l'on se raconte des histoires, où 10 personnages, 7 femmes et 3 hommes, se racontent des histoires où il y a une sorte de jeu, chacun l'un après l'autre, chaque jour raconte son histoire, et ça en fait donc 100 en tout. Et il y a dans chaque journée une sorte de thématique commune, une sorte de règle du jeu qu'un seul des 10 a le droit de transgresser, il s'exprimera toujours en dernier, et tous les autres essayent de raconter leur petite histoire avec certaines règles qui reviennent durant toute une journée. Alors j'en suis dans la 4e journée, 4e nouvelle, enfin du moins la 3e, je l'ai lu, la 4e, La coupe et les lèvres, selon les titres qui ont, je crois, été donnés par la suite par le traducteur ici, parce qu'il y a des noms d'œuvres plus récentes qui tout d'un coup donnent leur titre au chapitre Le jeu de l'amour et du hasard. Il me semble que c'est un tout petit peu plus récent, par exemple. Donc voilà, ces histoires-là, elles sont souvent rocambolesques, elles sont souvent avec une place donnée aux femmes un peu ambiguë, les femmes incarnant souvent le désir qui va peut-être un peu trop loin, ou la naïveté parfois, et puis des hommes qui font ce qu'ils peuvent pour avoir ce qu'ils veulent, hein. Voilà, j'ai pas besoin de faire un dessin. Et tout cela est raconté avec une certaine légèreté, même si ce n'est pas toujours le cas. Alors, un petit passage pour se mettre dans l'ambiance, puis voir un peu justement à quoi ça ressemble. Voici un petit extrait pris quasiment au hasard. 2e journée, 6e nouvelle. Voilà ce qu'on nous raconte. On ne peut imaginer sa peur et son angoisse durant la nuit. Le jour revint et l'heure de tierce était déjà passée. Beritola était à jeun depuis le soir précédent et la faim la tenaillait. Elle se mit à manger des herbes. Sa faim calmée, vaille que vaille, elle verse des larmes et s'abandonne à toutes sortes de pensées sur ses jours à venir. Comme elle était plongée dans ses réflexions, une chèvre entra dans une grotte voisine de la sienne et en ressortit peu après pour s'enfoncer dans les bois. Beritola se lève et pénètre dans la grotte d'où la chèvre était sortie. Elle vit là 2 chevreaux nés sans doute le jour même, et qui furent pour elle le spectacle le plus doux et le plus gracieux du monde.
Comme son lait n'était pas encore passé depuis la récente naissance de son enfant, elle les prit tendrement et les mit à son sein. Ils ne refusèrent point cette complaisance et la tétèrent comme ils auraient fait de la chèvre. Désormais, ils n'observèrent pas la moindre distinction entre elles-mêmes et leur mère. Il sembla à la gentille dame qu'elle avait trouvé une compagnie dans le désert, mangeant de l'herbe, buvant de l'eau, pleurant toutes les fois que revenait à sa mémoire le souvenir de son mari, de ses enfants et du temps passé. Elle était disposée à vivre et à mourir à Lonzo, en se dévouant à la chèvre et aux 2 chevreaux. Mais évidemment, un homme va survenir. Un tel séjour avait fait de Beritola une sauvage. Quand, au bout de quelques mois, un nouveau caprice de la fortune amena sur la côte un bateau pison qui mouilla plusieurs jours au lieu même où la noble dame était d'abord parvenue. Ce bateau portait un gentilhomme du nom de Conrad, marquis de Vallespin, accompagné de sa femme, vertueuse et sainte personne. On précise souvent pour les femmes, celles qui sont vertueuses, celles qui le sont moins. Ils venaient d'accomplir un pèlerinage dans tous les sanctuaires du royaume de Pouille et rentraient chez eux. Pour tromper leur ennui, Conrad et sa femme, suivis de quelques serviteurs et de leurs chiens, se disposèrent un jour à descendre dans l'île. Non loin des lieux où se trouvait Beritola, les chiens de Conrad se mirent à la poursuite des 2 chevreaux qui, déjà assez grands, allaient broutant de ci, de là, etc. Je ne vais pas continuer cette histoire-là, mais voilà un peu l'ambiance. Alors cette histoire-là, je l'ai choisie un peu parce que il se passe quelque chose qui ressemble un peu à ça dans le deuxième livre dont je vais parler, mais il y a d'autres passages ici. Bon, on voit le côté romanesque un peu avant la lettre, de cette histoire-là, cette histoire de femme devenue sauvage dans le désert, mais qui va retrouver sa famille, enfin tout ça après, les choses s'arrangent, pas toujours, hein, dans la journée que je suis en train de lire, qui est la 4e, toutes les histoires se terminent par le malheur d'un personnage puni. Et puis, dans la 3e journée, là au contraire, la 3e journée, sous le principat de Neifil, on traite dans cette journée de personnages qui, grâce à leurs efforts, parviennent au but de leur désir ou retrouvent un bien qu'ils ont perdu. Et donc, toutes ces histoires-là vont avoir la même morale pas toujours si morale que ça. Ces histoires-là ne sont pas toujours si... ne correspondent pas à l'image qu'on se fait parfois de la place de l'Église au Moyen-Âge, notamment les moines, ils sont très souvent des gens peu scrupuleux. Alors, encore un deuxième petit extrait peut-être pour le plaisir qu'on va chercher dans cette journée-là. Première nouvelle de la 3e journée, un petit dialogue. Quand Maceto se fut mis au labeur journalier, les nonnes commencèrent à lui faire des agaceries. Ce Maceto est un jeune homme qui s'engage dans un couvent comme jardinier, qui fait croire qu'il est sourd et muet. Mais toutes les nonnes le ziote, il y avait un vieux jardinier, puis d'un coup il y en a un nouveau, bien meilleur. On retrouvera ça dans Les Misérables de Victor Hugo avec Jean Valjean, mais l'attitude des nonnes ne sera pas la même. Elles se moquaient de lui, donc les nonnes, de la façon qu'on traite les muets. Et croyant qu'il ne les entendait pas, évidemment il n'est pas vraiment sourd et muet, c'est un subterfuge, venaient lui dire les pires indécences. L'abbesse s'en souciait peu au point, jugeant sans doute que son tâcheron était inapte à l'amour comme à la parole. Or, un jour, qu'il se reposait après un gros travail, 2 jeunes sœurs qui traversaient le jardin s'approchèrent de l'endroit où il faisait semblant de dormir et commencèrent à le regarder. La plus osée des 2 dit à l'autre : «
Si j'étais sûr que tu me gardes le secret, je te ferais part d'une idée qui m'est venue plusieurs fois et dont tu pourrais aussi profiter. Parle en confiance, pour sûr, je n'irai jamais le dire à personne. » Alors la plus hardie commença. « Je ne sais si tu t'es avisé de la sévérité avec laquelle on nous tient, et puis pas un seul homme n'ose pénétrer ici dedans, sauf l'intendant qui est vieux et se muet. Or, plusieurs fois j'ai entendu des femmes venues chez nous dire que tout ce qu'il y a d'agréable au monde, c'est une plaisanterie à côté des caresses que nous font les hommes. » Évidemment, ces nonnes, elles ne connaissent rien à tout ça, mais ça les titille. Alors, comme c'est impossible avec personne d'autre, je me suis dit que je voudrais en tâter avec ce muet pour voir si c'est bien vrai. Avec lui, c'est tout ce qu'il y a de plus franc. Même s'il voulait, il ne saurait et ne pourrait rien dire. Tu vois ce jeune, c'est un pauvre innocent dont l'intelligence n'a pas grandi comme la taille. Je serais bien contente que tu me dises ton avis. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu oublies que nous avons promis notre virginité au bon Dieu. Combien de promesses on lui fait tous les jours et jamais on n'en tient une seule. Et si nous lui avons promis ça, qu'il s'en trouve une autre, ou plusieurs, pour tenir parole. Oui, mais si nous tombions enceintes, qu'est-ce qui se passera? Tu commences à penser au malheur avant qu'il arrive. Si ça se produit, il sera toujours temps d'aviser. Il y aura 1000 façons de tenir la chose secrète, pourvu que nous n'allions pas nous-mêmes tout raconter. À ces mots, la prudente avait déjà plus envie que l'autre de tâter de la bête qu'est un mâle. Mais évidemment, ces deux sœurs vont donc parvenir à leur fin, parce que le muet qui n'est pas muet ni sourd a tout entendu, il faisait semblant de dormir, donc il va se laisser faire, et puis elle aussi. D'autres nonnes vont voir ce qu'il se passe, vont pratiquer de même. La mère supérieure, ou l'abbesse, je crois qu'on l'appelle comme ça ici, pour finir, va aussi entrer dans la ronde. Bref, voilà un peu aussi le genre d'histoire. Des histoires assez variées, parce que là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire un peu grivoise, assez légère. Finalement, tout le monde est un peu scandaleuse, même si on n'insiste pas sur le scandale et que ça n'en provoquera pas un, puisque tout s'arrange tout le monde. Dans ce couvent, on reste un peu dans un entre-soi. D'autres histoires où il y a plus de place politique, d'honneur en jeu, vont aboutir à des gens qui vont être tués à cause de leur amour. Voilà, donc ces histoires qui sont un peu une sorte de prototype de toutes les histoires d'amour qui s'écriront par la suite, à quelque part. Une étude en 100 variations de ce que c'est qu'une histoire d'amour dans toutes les dimensions possibles. Alors, le deuxième livre dont je vais parler, beaucoup plus récent, beaucoup plus nordique et finalement beaucoup plus sombre, c'est Henning Mankell, Profondeur, un livre qui raconte une histoire. Alors, est-ce qu'il raconte une histoire d'amour? Oui, en tout cas une histoire de désir d'un homme pour une femme et de trahison de cet homme envers une autre femme. Une histoire assez glauque qui se passe au fond de guerre. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et en gros, je ne vais pas tout raconter parce qu'il y a des choses qui sont sans doute pas nécessaire de spoiler. Les choses sont parfois justement dans les événements, on ne sait pas trop quoi raconter dans ces livres un peu à suspense, même si là on n'est pas dans une enquête policière contrairement à la plupart des autres œuvres de Henning Mankell. Mais en gros, on a un type qui a pour métier d'aller
mesurer la profondeur, d'où le titre profondeur, mais il y a d'autres profondeurs plus métaphoriques qui entrent en ligne de compte. Son travail, c'est de mesurer la profondeur de la mer à partir de la Suède, de la mer Baltique, et pour que les navires militaires puissent passer, savoir par où passer, où est-ce qu'il y aurait des écueils, des profondeurs assez importantes ou pas, etc. Et il se retrouve lors d'une mission dans une île, et cette île semble inhabitée, où il n'y a qu'une seule maison habitée dans cette île, où vit une femme seule. Un peu sauvage, comme le personnage de la première nouvelle dont j'ai lu un extrait tout à l'heure dans le Décaméron. Cette femme l'attire, alors que notre personnage, c'est un homme marié, mais on sent que son mariage... Donc ce personnage qui s'appelle Lars Tobiasson Svartman, en prenant d'ailleurs le nom de sa mère avant celui de son père pour des raisons du fait qu'il ne s'entend pas avec son père, enfin son père a mal fini et puis il ne veut pas finir comme lui, mais ça a l'air mal parti. Avec sa femme, il ne s'entend pas avec sa belle famille, etc. Enfin bref, tout ça est assez une histoire assez glauque, j'ai envie de dire. Des gens plutôt aisés, mais justement sa femme, elle semble passer son temps à rien faire et à critiquer la bonne, vous voyez, un peu le genre de choses. Puis lui, il s'en va, il est bien content de partir pour des missions, et donc il voit par contre une autre femme sur cette île qui vit seule dans sa maison, dernière femme à habiter cette île, et donc on voit petit à petit notre personnage se rapprocher de cette femme-là, mais cette femme à la fois se donne, mais voudrait même qu'il l'emmène plus loin, mais lui va repartir sans elle. En même temps, il lui raconte des bobards, il lui raconte que sa femme est morte dans des conditions épouvantables, elle raconte que son mari, à elle, est mort dans des conditions aussi terribles, une noyade assez épouvantable. Et puis donc il y a toute cette histoire-là qui se noue. Il part, il rejoint sa femme, il revient dans l'île alors qu'il n'avait plus rien à y faire de par son boulot, mais il trouve le moyen d'y retourner. Il se trouve que cette femme n'est plus seule, qu'il y a un déserteur allemand qui se trouve là. Bref, un trouble fait. Qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer cette femme qu'il semble aimer? Voilà un peu ce qui se passe dans cette histoire-là. Alors justement, voilà juste un petit passage où on a les trois personnages dont je viens de parler. Notre personnage principal, cette femme seule dans cette île, Sarah Fredrika, s'appelle-t-elle, et puis ce déserteur allemand qui se trouve là où il n'aurait peut-être pas dû se trouver. Tous les trois dans la pièce formaient les trois sommets d'un triangle. Sarah Fredrika était-elle plus proche de lui ou du déserteur? S'insinue la jalousie, thème évidemment omniprésent dans le Décaméron. Jalousie souvent chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Là, c'est la jalousie du personnage principal de ce Lars qui revient et qui retrouve cette femme pas aussi seule qu'il ne l'espérait. Il semblait ne plus y avoir de distance dans cette pièce, comme si la maison elle-même était en mouvement, ou peut-être était-ce l'îlot d'Alskar. Alors, évidemment, on est en Suède, il y a des drôles d'accents sur les mots. Bon, ici, c'est un tréma sur le A, je ne sais pas comment ça se prononce, qui se déplaçait. Donc l'îlot, cette petite île où se trouve cette femme seule habitante. Enfin, là, ils sont trois. Qui se déplaçait, donc l'îlot, entraîné par la glace qui montait à l'assaut des rochers. La glace, pensa-t-il,
la glace et le chat mort. Parce qu'elle lui avait dit qu'il n'y avait pas de chat sur cette île. Or, il en rencontre un lors de son retour. Et il le tue. Tout concordait. Et maintenant, cet homme en travers de mon chemin. Et ici, tout d'un coup, le personnage devient narrateur. En tout cas, c'est ses paroles, son discours intérieur qui est exposé. Il sourit. Et là commence un dialogue. « Nous devrions peut-être nous asseoir, dit-il à Sarah Fredrika. Je crois que monsieur le marin Dorflinger, le déserteur, est fatigué. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais même pas comment il s'appelle. » Ça, c'est la femme qui a recueilli ce marin sans savoir qui il était, sans pouvoir communiquer, puisqu'il ne parle pas la même langue. Alors que lui, notre narrateur, enfin non, pas tout à fait narrateur, mais personnage principal, comprend l'allemand. Dorflinger. C'est un prénom? Non. Il lui demande son prénom. Stefan. Je m'appelle Stefan Dorflinger. D'où viens-tu? Une petite ville entre Cologne et Bonn, aux confins de l'Allemagne. On ne peut pas être plus loin de la mer. Pourquoi as-tu été mobilisé dans la marine? Je me suis engagé pour voir la mer. Nous sommes partis de Kiel dans un des bâtiments de la flotte de l'amiral Wettenberg. Stefan Dorflinger s'était affalé sur le lit. Sarah Fredrika se déplaçait dans l'ombre. Tobiasson Svartman s'assit sur le tabouret près du foyer, essayant, sans savoir pourquoi, de ne faire aucun bruit. « Tu es en sécurité ici, dit-il, même si tu es ce que je crois. Que croyez-vous? Que tu es un déserteur. » Je n'en pouvais plus. C'était sorti comme un cri. Quand le soldat eut retrouvé son calme, il poursuivit. Je n'en pouvais plus de cette tuerie. Je pourrais vous décrire ce qu'au fond on ne peut pas raconter, parce que les mots se dérobent. Il y a des événements dont les mots aussi ont peur, qu'ils se refusent à traduire. Les mots fuient pour sauver leur vie, comme moi-même j'ai fui. Il se tut et respira profondément. Tobiasson Svartman crut un instant qu'un homme allait à nouveau tomber mort à ses pieds. Parce que l'un des militaires avec qui il travaille, est effectivement mort subitement droit en face de lui dans une scène précédente. Mais Stefan Dorflinger continua, comme s'il s'était débattu pour remonter à la surface et pouvait à nouveau remplir d'air ses poumons. Toujours cette métaphore de la profondeur et de la surface. On monte et on descend, mais évidemment, on descend toujours plus. Mais la chute finale, ou le fond de cette histoire-là, je n'y suis pas encore, donc j'en reparlerai la semaine prochaine, comme je reparlerai de ces nouvelles du Décaméron. Donc ce dialogue-là se poursuivra, mais peut-être bien qu'il y aura, comme dans la scène que je viens de lire, un troisième personnage, un troisième livre qui viendra s'immiscer là au milieu. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à bientôt.